Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 25 août 2024. Ils étaient à l'honneur le mardi dernier. Il s'agit des moustiques dont la journée a été célébrée par la communauté internationale. L'objectif est de sensibiliser la population contre la malaria, l'une des maladies transmises par les moustiques. Une commémoration qui rappelle l'impact dévastateur des moustiques sur la santé mondiale. L'édition 2024 de cette journée a été célébrée de la plus belle des manières par le Centre de recherche entomologique de Cotonou. Son directeur sera ici avec le professeur Germain Padono. Nous ferons également le point de la lutte contre le paludisme au Bénin. Le nom port d'uniforme par les conducteurs de taxi-moto, communément appelés Zémigan, de la commune d'Abomey-Calavi, sera réprimé à partir du 15 septembre prochain. C'est la mesure prise par 6 syndicats de la commune réunis au sein du collectif des syndicats de Zémigan d'Abomey-Calavi. Comment le contrôle se fera-t-il sur le terrain? Quelles sont les sanctions prévues à cet effet? Nous le saurons avec Epiphane Léandre Tovernon. Il est le secrétaire général de l'Union nationale des Zémigan du Bénin. Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous préférer tous les dimanches pour vous informer dès qu'ils sont 13 h au Bénin. Si vous êtes prêts, eh bien le grand format, c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, des casques gracieusement offerts aux conducteurs de taxi-moto de Tukuntuna. Nous sommes dans le département de l'Atakora. C'est un geste de Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin. On en parle dans un instant. On parlera également de la naissance d'une nouvelle agence de télécommunications. Il s'agit de Nobila Télécom en collaboration avec le distributeur MTN Bénin. C'est une collaboration qui va permettre aux populations d'effectuer des transactions de façon permanente. Images et reportages à suivre. À suivre également donc le point de la 17e édition du Festival scientifique et culturel des clubs UNESCO universitaires de l'Afrique de l'Ouest que le Bénin accueille. Le top a été donné sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le point de l'actualité pour démarrer le grand format, direction Tukuntuna. Nous sommes dans le département de l'Atakora. Vous allez le voir, les conducteurs de taxi-moto de cette localité ont bénéficié d'une attention particulière de la part de Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin. Ils ont reçu des casques pour se protéger contre des conséquences d'accidents. La remise donc de ces casques a été faite en présence des autorités de la localité. Reportage. La nécessité du port de casque et de préserver leur vie en cas d'accident. En présence de ses collègues maires, dont ceux de Wessé, de Hoyagbe, de Kové et celui de Tukuntuna, il a posé cet acte dans l'optique d'accompagner la dynamique du gouvernement qui travaille à faire du port de casque par chaque citoyen une obligation. Voilà, quelques soucis sans doute avec ce téléban sur lequel nous allons revenir sans doute dans nos prochaines éditions. Dans la suite donc du journal du grand format, sachez que la 17e édition du Festival scientifique culturel des clubs UNESCO universitaires de l'Afrique de l'Ouest a été officiellement lancée. C'était vendredi dernier sur le campus d'Abomey-Calavi à la faveur d'une cérémonie présidée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'initiative est du réseau des clubs UNESCO de l'Afrique de l'Ouest qui vise à propager les idéaux de l'UNESCO par le rapprochement et l'intégration des jeunes de la sous-région et également faire de la culture et la science un moyen de développement au service des peuples. Reportage. Plus
de 500 jeunes étudiants ressortissants de la sous-région ouest africaine sont ici à l'université d'Abomey-Calavi pour la 17e édition du FESCUAO. Entendez, Festival scientifique et culturel des clubs UNESCO universitaires de l'Afrique de l'Ouest. Ce rendez-vous biennal est officiellement lancé par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Né de la décennie mondiale du développement culturel décrétée par des jeunes Africains, cette manifestation est une initiative concertée des étudiants des pays membres du réseau, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et le Togo. Le FESCUAO reste l'un des seules rencontres sous-régionales ouest-africaines, de donner et de recevoir, des partages, d'échanges et de brassages culturels qui prônent l'intégration des peuples, qui va au-delà de l'intégration des États qui restent que sur le papier. Pendant 10 jours de festival, nous aurons droit à plus de 20 spectacles et représentations à Abomey-Calavi, Cotonou et une visite touristique dans la ville de Ouidah. Ainsi, les festivaliers prendront part durant leur séjour à diverses manifestations, des activités culturelles, dont des colloques, des conférences débats et des représentations artistiques, culturelles, sportives et théâtrales. Le leadership féminin face aux enjeux du numérique et à la préservation de la paix. C'est le thème de la communication inaugurale du festival qui a pour parrain le maire de Cotonou. Ce thème très fédérateur est d'une pertinence inégalée et d'une grande acuité en ce sens qu'il concerne le passé, le présent et l'avenir de la France la plus importante de notre population, les femmes représentant plus de 52% de la population de notre pays, le Bénin. Notre institution intègre parfaitement, autant dans sa politique, dans sa stratégie que dans ses plans d'action à court, moyen et long terme, les mesures et outils d'inclusion et de parité qui croisent parfaitement le thème de la présente édition du festival. Presque tous les spectacles se dérouleront au village du FESCUAO, inauguré à l'occasion sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Le gouvernement du Bénin accorde une place de choix aux jeunes et à leur activité, ce qui justifie la présence de l'autorité ministérielle à leur côté. Ces genres de rencontres sont les bienvenus. Elles donnent l'occasion à notre sous-région de montrer ce qu'elle a de plus beau et de merveilleux à offrir à l'humanité. Je m'en voudrais de ne pas exprimer mon intérêt pour le thème de la présente édition. Il est vraiment d'actualité ce thème. La fin du FESCUAO Bénin édition 2024 est prévue pour le 31 août 2024. L'université d'Abomey-Calavi vibrera ainsi pendant 10 jours au son et aux couleurs de plusieurs rythmes africains de tout genre à travers les diverses prestations des festivaliers. On en vient maintenant à notre magazine sur la consommation du sucre et ses conséquences. Sa douceur ne laisse personne indifférent. Le sucre, qui est un produit alimentaire, se retrouve donc dans le quotidien de bon nombre de personnes, malgré les effets néfastes qu'il pourrait avoir sur la santé. Rares sont ceux qui peuvent s'en passer. Quels sont alors les risques auxquels on s'expose en consommant du sucre et surtout de façon exagérée? Voici les éléments de réponse. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'exagérer dans la consommation du sucre. C'est vrai que pour certaines personnes hypotendues comme moi, les médecins recommandent d'en prendre pour des raisons de santé. Contrairement à Félicienne Adéossi, nombreuses sont les personnes de tout âge qui ne résistent pas face au sucre. Dans la bouillie, le thé ou encore dans d'autres nourritures, elles en mettent en quantité suffisante avant de les consommer. Pour quelques citoyens, c'est la plus normale des choses de prendre le sucre comme on le veut et rien ne peut leur faire changer d'avis. En fait, dès le bas âge, on est habitué à manger avec le sucre. D'abord, on nous a habitués avec le yaourt, le thé, ce qui fait qu'il y a du sucre dans tout ce qu'on mange. Du coup, j'ai été habitué avec le sucre. Je ne comprends pas, même si quand les gens achètent sans sucre, là, c'est dégoûtant, c'est amer. Je ne peux pas rester sans le sucre parce que le sucre, c'est le meilleur. Consommer sans le sucre.
personnellement, je ne peux pas. Non, je peux pas. Parce que bon, manger avec le sucre, c'est comme une seconde habitude. C'est le sucre qui est la chose, c'est le sucre qui est la nourriture, quoi. Je ne peux pas prendre ça sans le sucre. J'ai commencé à prendre le sucre depuis bas âge. Mais cela aussi, j'ai plus le goût. Donc il y a certaines choses que je peux prendre qui sont les médicaments et autres que je peux prendre sans sucre. Mais si on veut parler de suivisme, de ce que je veux prendre par plaisir, je ne peux pas manger sans sucre. C'est difficile, très compliqué même. Malgré tout le bien que peut procurer le sucre, la consommation excessive de cette substance alimentaire peut être nuisible à la santé. Ignorance ou dépendance, les consommateurs semblent ne pas se rendre compte des effets néfastes de cette douceur sur la santé. Mais le spécialiste en nutrition est formel sur la question. L'abus du sucre ne rend aucun service à l'organisme humain. Le sucre, c'est un danger pour le cerveau. C'est un danger pour les 7 organes, à savoir le cœur, foie, poumon, rein, pancréas, côlon et le cerveau, surtout le cerveau. Donc, nous devons faire attention à la consommation du sucre parce que nous avons le fructose, le sucre qui vient du fruit, le lactose, le sucre qui vient du lait et le glucose. Le glucose, c'est ça que nous consommons en morceaux blancs et en roux. Même modérés, toutes les catégories de sucre ne sont pas conseillées. Il faut préférer ceux qui proviennent en l'occurrence des fruits. Toutes choses qui épargnent des ennuis de santé. Selon les recherches, beaucoup de maladies neurologiques et néphrologiques sont causées par la consommation incontrôlée du sucre. Donc, nous devons limiter strictement la consommation du sucre en fruits, en lait et aussi en glucose. Plus loin, le nutritionniste insiste sur la limite et les réserves à observer par les personnes de certains âges, mais aussi à certains moments de la journée. Donc, il faut faire attention sur ce que tu manges et connaître la quantité de sucre que tu dois consommer par jour. Et par moment, tu te retires encore pour faire des exercices et réduire le taux de sucre et te contrôler là, tu n'es pas exposé. Les scientifiques considèrent, selon Internet, qu'à l'heure actuelle, le sucre contribue à environ 35 millions de décès par an. Bien qu'il soit également la cause de diverses nuisances corporelles qui handicapent la vie quotidienne, les impacts de cette consommation excessive restent encore méconnus du grand public. Et je l'ai annoncé en début de cette session d'information, une agence de télécommunication vient de voir le jour. Il s'agit de Nobila Télécom en collaboration avec le distributeur MTN Bénin. Cette nouvelle structure vient faciliter la tâche aux populations. Elle va notamment donc leur permettre d'effectuer les transactions 24 heures sur 24 et tous les jours de la semaine. Reportage. La voilà flambant neuve, Nobila Télécom. Située dans la haie vive au quartier Gbeto à Cotonou, l'agence Nobila Télécom vient compléter les services de MTN Bénin. La nouvelle structure facilite la vie aux opérateurs de mobile money et à tous les abonnés de son réseau de téléphonie mobile. Ouvert 24 heures sur 24 et tous les jours, elle offre des services allant de l'achat d'une SIM à la réalisation de diverses transactions. Nous avons construit cette agence avec un objectif très clair: faciliter l'accès à nos services et améliorer l'expérience de nos clients. En effet, les agences commerciales, aux côtés de nos vendeurs mobiles et de nos agences de rebalancing, constituent les 3 piliers de notre stratégie de distribution. Ensemble, nous avons la responsabilité de rendre les transactions plus fluides et de garantir un approvisionnement constant. Aujourd'hui, à travers le groupe Nobila, va pouvoir offrir dans ses services, dans ce point qu'on appelle, nous, notre jargon, pharmacie de garde. Dans le jargon de la distribution, ça s'appelle une pharmacie de garde. Parce qu'on ne ferme pas, on reste ouvert matin, midi, soir, 24 heures sur 24. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont cette opportunité-là. Et je pense que la population de Haie-Vive et sûrement Kadjerou et les environs vont pouvoir profiter de ce partenariat-là. Donc je voulais dire merci au groupe Nobila. Merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour que ce projet voie le jour.
Pour MTN Bénin, cette collaboration vient à point nommé. La nouvelle agence reste accessible de façon continuelle. Les opérateurs invités à la cérémonie d'inauguration ont exprimé leur gratitude à l'endroit de Nobila. Avant, on avait l'habitude d'aller vers les points d'achat pour pouvoir faire nos achats. La différence avec Nobila Télécom, c'est que c'est eux qui viennent vers nous. C'est eux qui viennent vers nous aussi bien avec le virtuel qu'avec le cash. Donc, le temps que nous perdions en temps pour aller vers les points d'achat, vers les supermarchands pour pouvoir avoir le produit, c'est différent maintenant. L'inauguration du joyau s'est déroulée en présence des dignitaires religieux qui ont imploré la faveur de Dieu pour la prospérité de Nobila Télécom. Dans la suite de cette édition, nous allons maintenant à la rencontre d'un activiste environnemental. Anna Seko s'est donné pour mission de lutter contre l'affichage sauvage dans les grandes villes du Bénin. Ce défi l'a fait remarquer plusieurs fois, donc à Cotonou et à Abomey-Calavi, à travers des opérations de nettoyage. Dans ses œuvres, il a été repéré par l'une de nos équipes de reportage. Voici ce qu'elle a produit. Passage supérieur de Weiho à Cotonou. C'est ici que nous avons rendez-vous avec un jeune activiste pas comme les autres. Anna Seko est activiste environnementale. Son combat, l'affichage sauvage sur les édifices publics. Sous l'infrastructure routière, le phénomène crève les yeux. La plupart des piliers sont irrégulièrement transformés en tableaux d'affichage. J'ai commencé avec ce mouvement par une indignation. J'étais indigné de voir que à chaque période électorale, ou bien même s'ils ne sont pas en période électorale, des entreprises ou des populations collent les affiches partout, sur des édifices publics, sur la voie publique, sur même les panneaux de signalisation un peu partout. À l'indignation de l'activiste s'ajoute l'impact négatif des affiches sur l'environnement. Les affiches sauvages ont des impacts sur l'environnement. Déjà, il y a la pollution visuelle, la pollution esthétique qui touche à notre monde de splendeur qu'est le Bénin. Mais au-delà de ça, il y a l'atteinte à la santé publique. Parce que les affiches sauvages, parfois, lorsqu'ils sont en train de se dégrader pour devenir des déchets, ils sont fatigués, ils émettent dans l'environnement des substances, les encres avec lesquelles ils ont imprimé les affiches, là, se retrouvent dans l'environnement. Et ces encres-là sont toxiques pour la santé publique. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, nous parlons de traité de négociation sur la pollution plastique. Nous parlons de milliards de microplastiques, de nanoparticules de plastique qui se retrouvent dans notre environnement. Et c'est en 2020 que, déterminé à circonscrire l'ampleur du phénomène, Anna Seko entre en scène. Il investit les rues de Cotonou et débarrasse plusieurs infrastructures d'affiches entamant l'esthétique de la ville. En 2023, il mobilise à travers son mouvement une foule de jeunes pour une opération de nettoyage à ce même endroit. Objectif, passer un message fort aux autorités et aux entreprises. Cette action sera suivie de plusieurs autres initiatives. Juste après le nettoyage de toutes les affiches sauvages ici, sur le passage supérieur de Weiho, nous avions fait près de 3 à 6 mois de suivi. C'est-à-dire que quand nous venons ici à Weiho et que nous voyons des entreprises qui collent leurs affiches, nous prenons leur numéro et nous les appelons au téléphone ou nous leur laissons un message WhatsApp. Et laisser des plaidoyers écrits au ministère du cadre de vie un peu partout et également en profiter pour sensibiliser les populations sur les différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, seul sur le terrain, l'activiste nous offre une démonstration. Muni d'un couteau, d'une éponge en fer, d'une pelle et d'une bouteille d'eau, il défait de vieilles affiches. C'est ça en fait le problème avec les affiches sauvages. Les débris tombés par terre pendant l'opération sont soigneusement ramassés puis jetés à la poubelle. J'appelle donc les Béninois à faire attention à cette pollution esthétique-là et à réfléchir à des solutions de remplacement
de la pratique des affiches sauvages. Aujourd'hui, il y a des panneaux libres d'affichage qui se font ailleurs, qu'on peut faire ici au Bénin. Tant qu'on ne va pas se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses, on va continuer à polluer notre environnement. Aux autorités, je vais demander un suivi. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut un suivi derrière ce décret-là qui interdit les affiches sauvages. Il faut des campagnes de communication et de sensibilisation et surtout, il faut trouver des alternatives aux entrepreneurs. Faute de moyens, le mouvement de Anas Seko connaît un coup d'arrêt. Le jeune activiste espère que les autorités prendront le relais pour des résultats encore plus tangibles. C'était le point des informations telles que traitées par l'équipe de la rédaction de 43 Bénin. Dans la suite, les discussions avec mes différents invités. On va ouvrir le plateau avec la célébration de la journée mondiale du moustique. Premier invité, le professeur Germain Gilles Padonou. Il est le directeur du Centre de recherche entomologique de Cotonou. L'entretien, c'est juste après la pub. Il l'a trouvé. Elle l'a adopté. Notre précieux trésor. Notre source d'inspiration. Ce qui nous régénère. Au minéral FIFA de Sainte-Luce, vous désaltère sans altérer votre santé depuis 20 ans. De réussite. Chaque année, une innovation. Et oui, le complexe scolaire Clé de la réussite a obtenu au bac 2024 cette mention très bien avec premier du littoral au bac toutes séries confondues et troisième du littoral au bac G2, cinquième du Bénin au bac G2 et sixième du Bénin au bac D. En plus des 11 mentions bien, Clé de la réussite a obtenu 40 mentions assez bien sur les 212 admis au bac 2024. Clé de la réussite, c'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigés en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale A, B, C, D, G1, G2, G3. Formation en transit et consignation. Site de Ménantin vont en face du marché Ménantin. Site de Zoboroué vont derrière le stade de l'Amitié. Site de Bégamin en face des rails. Site de Calavi au quartier Agori, route de Tampé. Clé de la réussite. Nous cultivons l'excellence. Téléphone 97 88 42 16. Le 20 août de chaque année, les acteurs de la santé s'arrêtent pour célébrer la journée mondiale du moustique, une célébration à multiples objectifs à laquelle a pris part cette année encore le Centre de recherche entomologique de Cotonou. Le directeur du CREC vient nous parler de l'importance de cette journée. Il nous éclaire également sur les progrès enregistrés dans la lutte contre le paludisme au Bénin. Professeur Germain Gilles Padonou, bonjour. Bonjour, chers amis journalistes. Alors, vous êtes vous-même entomologiste médical, donc directeur du CREC, comme je le disais, bienvenue sur le plateau du grand format. Avant de parler de la journée dédiée aux moustiques, donc on va mieux connaître le Centre de recherche entomologique de Cotonou que vous présidez ou que vous dirigez. Qu'est-ce qui a motivé donc la création du CREC? Le Centre de recherche entomologique de Cotonou, c'est l'ancienne structure, l'ancienne antenne de l'ex-OCCGE, Organisation de coordination et de coopération pour la lutte contre les grandes endémies. Et cette organisation avait été mise en place le 25 avril 1960. Et en fait, pour lutter essentiellement contre les endémies, les maladies à transmission vectorielle, dont le paludisme, les arboviroses, la trypanosomiase et autres maladies. Mais il se fait que à partir des années
2000, en 1998 déjà, et les différentes structures ont été reversées au ministère de la Santé de chaque pays membre. Les pays membres, c'était les pays de l'Afrique occidentale française. Et je vais citer le Bénin, le Niger, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, je crois aussi le Tchad. Et comme ces pays étaient devenus donc des pays indépendants, il fallait donc que chaque pays assure de façon autonome la gestion de cette structure. Et c'est ainsi que le CCIGE, l'antenne de Cotonou, a été confiée donc au ministère de la Santé. Donc c'est placé sous tutelle du ministère de la Santé et c'était devenu CREC, Centre de recherche entomologique de Cotonou, donc au cours de cette période. L'objectif principal du CREC, c'est de lutter effectivement, comme la structure mère, de lutter contre les maladies à transmission vectorielle. Et notre mission essentielle, c'est d'assurer la coordination de cette lutte, non seulement au niveau national, mais également au niveau régional. Donc le CREC n'intervient pas qu'au Bénin, mais compte tenu du fait que son premier directeur, le professeur Martin Akogbeto, a été un expert de l'OMS. C'est l'un des premiers entomologistes médicaux en Afrique de l'Ouest. Son expertise a souvent été sollicitée et par conséquent l'expertise du CREC jusqu'à ce jour. Donc le CREC est une structure qui s'occupe non seulement des activités entomologiques au plan national, mais également au plan international. Et par ailleurs, il faut reconnaître que nous appuyons les programmes de lutte antivectorielle au Bénin. Je vais parler du programme national de lutte contre le paludisme et du programme national de lutte contre les maladies transmissibles. Programme national de lutte contre les maladies transmissibles, je peux citer les arboviroses. Et nous appuyons ces programmes en leur apportant, en leur proposant, en leur faisant des recommandations. Donc nous sommes une structure d'appui, une structure de conseil. Mais nous sommes également une structure de veille parce que nous assurons la collecte d'informations entomologiques pour faciliter la prise de décision et donc la riposte en cas d'épidémie. Et nous assurons également la formation de la plupart des entomologistes au niveau national et au niveau régional. Pour ce qui concerne le niveau national, je peux prendre comme exemple récemment la formation d'une dizaine de techniciens entomologistes pour appuyer le programme national de lutte contre le paludisme, le programme national de lutte contre les maladies transmissibles dans le cadre de l'élimination de l'onchocercose, qui est une autre maladie à transmission vectorielle et dont le principal vecteur est la simuli. Similium damnosum. Ça, c'est l'une des espèces que je viens de citer. D'accord. Question de compréhension, l'entomologie, même, c'est quoi? De quoi s'agit-il? L'entomologie, de façon générale, c'est une science qui s'occupe de l'étude des insectes. Mais l'entomologie, aujourd'hui, est devenue une science très vaste qui s'occupe... vous savez, les insectes sont les animaux les plus nombreux sur Terre. Et ce sont des invertébrés, c'est des animaux à 3 paires de pattes, donc des animaux à 6 pattes. Aujourd'hui, on peut parler aussi d'entomologie moléculaire, d'entomologie forensique, d'entomologie urbaine, d'entomologie vétérinaire, d'entomophagie. On peut se nourrir d'insectes. Il y a une science qui s'en occupe, c'est l'entomophagie. On peut dater le décès d'un individu à partir des insectes. C'est l'entomologie forensique ou l'entomologie judiciaire. Donc, l'entomologie est une science qui est en train de devenir science transversale. Elle est au service non seulement de l'homme dans le domaine de la santé, mais dans le domaine agricole, dans le domaine de la justice, dans plusieurs autres domaines. D'accord. Justement, je vais poser la question. Quels sont les domaines donc, justement, sur lesquels sont taxées les recherches du centre? Le centre de recherche entomologique de Cotonou a pour axe de recherche essentiellement l'évaluation des outils de lutte antivectorielle, notamment les insecticides. Et par rapport à ces outils, nous avons aussi les outils, les insecticides, nous avons aussi les outils imprégnés d'insecticides. Les outils pourront être une barrière
pour les moustiques. Donc, pour la plupart de ces vecteurs, ce n'est pas que les moustiques, il y a aussi les mouches. Nous luttons également contre les mouches qui transmettent les maladies. En dehors de ça, le CREC également fait le suivi de la résistance de ces vecteurs. Le CREC également fait une étude des essais cliniques, donc une étude de développement de nouveaux médicaments et de vaccins. En phase 1, 2, 3 et 4, nous participons, il y a une équipe, et c'est l'équipe du département de parasitologie du CREC qui s'occupe de ce volet. Mais pour les premiers axes dont j'ai parlé, c'est l'équipe du département de l'entomologie qui s'en occupe. Et puis quand on parle de l'entomologie, quels sont, on va dire, les points clés donc, qui entrent en jeu? Évidemment, quand on parle d'entomologie, les points clés, c'est la physiologie des insectes, la bioécologie donc des insectes et tout ce que nous pouvons utiliser pour pouvoir contrôler la population de ces insectes. D'accord. Et puis vous parliez du professeur Martin Akogbeto qui est le premier directeur du CREC. Il a été membre fondateur de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Quelle a été sa contribution donc pour la science et pour le CREC? La contribution du professeur Martin Akogbeto, qui est mon maître, c'est lui qui m'a fait, est immense. On ne saurait la mesurer. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un expert reconnu non seulement au plan national, mais au plan mondial. En fait, le professeur Akogbeto a formé aujourd'hui plus d'une vingtaine de docteurs, d'entomologistes médicaux au Bénin. La plupart d'entre eux sont à des postes de responsabilité au niveau national qu'au niveau international. Il a à son actif, avec la participation de feu Dr Naoum, la mise sur le marché du quaterme dispersible. Et le quaterme dispersible, c'est un médicament qu'on utilise pour la prise en charge donc, dans le cadre du traitement du paludisme. Récemment, vous savez, il y a eu développement de la résistance des vecteurs aux pyrétrinoïdes, aux insecticides. Or, pendant longtemps, ce sont les pyrétrinoïdes qui sont les seuls insecticides qui ont été utilisés pour pouvoir imprégner les moustiquaires. Et l'OMS a recommandé la recherche de nouveaux outils, donc de molécules alternatives. Il a à son actif donc la mise à la disposition donc de la population avec l'autorisation de l'OMS. Aujourd'hui, d'une moustiquaire, au moins deux types de moustiquaires bien imprégnés, avec une équipe tanzanienne évidemment avec qui nous avons travaillé. C'est les moustiquaires Interceptor G2 et Royal Guard. La moustiquaire Interceptor G2 est imprégnée d'alpha-cypermétrine et de chlorphénapyr, alors que la moustiquaire Royal Guard est imprégnée d'alpha-cypermétrine et de pyriproxyphène. Donc, il y a des molécules nouvelles qui ont été additionnées donc, à ces moustiquaires pour leur permettre d'être beaucoup plus efficaces pour contourner les phénomènes de résistance. Et puis de plus en plus, donc, on le disait, les moustiques résistent donc aux moustiquaires imprégnés et même aux insecticides. Que faire donc dans ce sens? Dans ce sens, on peut faire de la rotation de ces insecticides. On peut proposer de nouveaux outils et c'est ça que nous venons donc, que nous sommes en train de faire. En dehors de ça, il faut reconnaître que la lutte contre les vecteurs ne doit pas être consacrée essentiellement à la lutte chimique. Il faut rechercher d'autres stratégies de lutte. Il y a l'assainissement du cadre de vie, il y a l'utilisation des larvicides. Donc, en tenant compte de la plupart de ces outils que nous avons à notre disposition et en faisant donc de la rotation, nous pouvons contourner le phénomène de la résistance et c'est ce qui se fait. D'accord, on va parler maintenant de la célébration de la journée mondiale du moustique. Cela paraît un peu insolite. Quelle est l'importance ou le sens donc de cette journée? Cette journée est très importante dans la mesure où c'est le moment pour nous de rappeler l'importance de l'impact grave des moustiques sur la santé humaine au plan mondial et rappeler aussi
que les défis sont nombreux, profiter de l'occasion pour sensibiliser les populations par rapport aux différents gestes à pouvoir avoir en face des vecteurs dans leur maison et autres. Et puis, faire davantage de plaidoyer auprès des bailleurs, des partenaires financiers pour qu'ils puissent continuer à nous appuyer dans le cadre de la lutte, parce qu'il faut reconnaître que les défis restent nombreux malgré les efforts que nous avions, malgré les efforts et les solutions, les succès qui ont été enregistrés. Et comment le CREC a-t-il célébré la journée? Évidemment, le CREC célèbre cette journée, l'a célébrer, continue de la célébrer, et vous m'offrez ainsi l'occasion donc de continuer à célébrer cette journée, et nous vous remercions beaucoup. Nous avons célébré cette journée en collaboration avec Speak Up Africa, à travers une exposition aux journalistes, aux médias, des différentes activités que nous menons au Centre de recherche entomologique de Cotonou. Nous avons aussi échangé sur l'impact sur le danger potentiel que représentent les vecteurs. Et avec votre aide, ces informations qui ont été fournies pourront être divulguées, rapportées aux populations qui pourraient bel et bien les utiliser pour se préserver des maladies à transmission vectorielle. Et dans le même temps, nous profitons donc de cette occasion, et d'abord pour remercier aussi le gouvernement et toute son équipe, toute l'équipe gouvernementale et son président, son Excellence le président Patrice Talon, et pour l'appui continu qu'ils apportent au CREC, et dire que les défis demeurent et que nous avons toujours besoin donc de leur appui. Nous avons besoin de l'appui des partenaires, dans la mesure où nous avons encore beaucoup de chemin à faire si nous voulons éliminer le paludisme d'ici 2030. Et le thème retenu cette année, c'est bien accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable. Que peut-on comprendre à travers ce thème? Oui, à travers ce thème, c'est de se battre. À travers ce thème, ce qu'on entend par, c'est de se battre, de continuer la bagarre, de se mettre ensemble, faire de la mobilisation sociale pour amener les populations à pouvoir s'engager résolument dans la lutte contre les maladies à transmission vectorielle. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on peut souffrir du paludisme, parce que généralement on lit le paludisme a une maladie de la pauvreté, et tout simplement parce que la plupart des populations qui souffrent du paludisme sont en Afrique. L'Afrique étant considérée comme le continent des pauvres, alors que nous avons assez de ressources pour pouvoir éviter cette caractéristique qu'on nous accroche. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la lutte contre le paludisme peut se faire de façon individuelle et de façon collective, à partir de simples gestes, en assainissant donc le cadre de vie. Et c'est le moment pour nous donc d'amener les populations, d'inviter encore une fois les populations à pouvoir détruire de façon systématique tous les gîtes, tous les conteneurs, surtout en période pluvieuse, qui accumulent de l'eau et qui servent donc de lieu de développement et pour les œufs de moustiques. Parce que quand nous laissons les conteneurs à l'abri et à la portée donc des eaux, à la portée de la pluie, l'eau de pluie s'accumule, les moustiques vont pondre. Et qu'est-ce que cela occasionne? Cela occasionne la multiplication des moustiques, et ça augmente le nombre de cas de piqûres et par conséquent le nombre de cas de maladies que nous avons. Donc c'est le moment pour nous d'inviter la population à adopter ces simples gestes dont je viens de parler, de détruire de façon systématique les gîtes et de dormir régulièrement sous moustiquaires. Les moustiquaires n'ont pas été distribués pour être rangés dans leur armoire, non, mais c'est pour que la population puisse les déployer et dormir en dessous tous les jours. Et selon nos informations, le Bénin fait partie des 15 pays où le nombre de décès liés donc justement au paludisme est le plus élevé. Est-ce que vous le confirmez? Oui, je le confirme bel et bien. Le Bénin, c'est vrai. Je crois on doit être, selon les années, en 12e, 13e ou 14e position, en fonction des efforts accomplis. Mais il faut reconnaître que le Bénin a accompli des efforts depuis un certain nombre d'années. Le nombre de cas de paludisme est en train d'être baissé au Bénin. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne ressent pas les efforts? Ce n'est pas seulement au Bénin. Il faut reconnaître que nous avons beaucoup de défis. Et au plan biologique, il y a aussi les crises humanitaires.
Il y a également les phénomènes et les contraintes financières par rapport aux défis biologiques dont je viens de parler. Et nous avons la résistance du vecteur et nous avons la résistance du Plasmodium falciparum contre les différents produits que nous utilisons donc, pour lutter contre ces agents. Il faut reconnaître aussi qu'il y a les changements climatiques parce qu'aujourd'hui, avec le phénomène du changement climatique, avec les températures qui s'élèvent, cela favorise et rend difficile un peu l'efficacité de ces outils, de ces médicaments que nous mettons à disposition des populations pour pouvoir lutter contre le parasite. Alors, en termes de progrès, est-ce que véritablement quelque chose a changé ces dernières années? Ah oui, il faut le reconnaître. Je vais vous dire que dans les années 2006, à peine 25% de notre population disposait de moustiquaires imprégnés, mais aujourd'hui, la taille de la population, pour ce qui concerne la proportion, ça, elle dépasse les 92% en termes de proportion de possession des mildes, de moustiquaires imprégnés, d'insecticides pour se préserver contre le paludisme. À cela, je peux ajouter la baisse du nombre de cas de décès, qui a baissé de plus de 3,9% en 2022. Récemment, j'ai appris auprès de mes collègues du Programme national de lutte contre le paludisme, les données ne sont pas encore publiées, mais quand même, dans certaines de nos localités, on a constaté que le nombre de cas de paludisme a baissé. Donc, il y a des avancées, mais malheureusement, à cause des défis dont je viens de vous parler tout à l'heure, on n'arrive donc pas à constater de façon véritablement claire, de façon franche, les avancées qui ont été réalisées. Mais toujours est-il que si nous nous mettons ensemble avec tout le paquet, la vaccination qui est faite aujourd'hui, et nous nous regroupons et que la population prenne véritablement conscience, c'est possible que notre rêve d'éliminer le paludisme d'ici 2030 sera atteint, sera réalisé. Les moustiques constituent une nuisance, donc ça c'est un problème de santé, c'est vrai, mais quel rôle jouent-ils dans la biodiversité? Oui, c'est vrai que les moustiques sont nuisibles, mais ils sont aussi importants pour nous, très importants, au point où l'on ne peut pas dire qu'on va éradiquer les moustiques. Non, on éradique les moustiques, certains animaux vont disparaître de la terre, et certaines espèces végétales aussi vont disparaître. Parce que le moustique est un agent pollinisateur. Et parfois, il y a certaines espèces de moustiques qui sont des pollinisateurs exclusifs pour certaines plantes. Donc, dites-vous, lorsque les moustiques vont disparaître, ces plantes-là vont disparaître parce qu'elles ne pourront plus assurer leur reproduction, leur multiplication, parce que c'est des plantes à reproduction sexuée, alors que le moustique assure la pollinisation, c'est-à-dire le dépôt du grain de pollen sur l'organe femelle, donc sur le pistil. Cela ne pourrait donc plus être possible pour que la fécondation soit réalisée afin que les graines soient formées donc, et puissent continuer donc assurer la pérennité de ces espèces. Par ailleurs, je peux aussi dire que les larves de moustiques interviennent donc au niveau des eaux pour la purification des eaux. Elles évitent l'eutrophisation des eaux. Elles purifient même, je vais dire, notre milieu, parce que n'aurait été la présence donc de ces larves qui filtrent les eaux, c'est que nous ne pourrions pas vivre à certains endroits. Pour ceux qui sont au niveau des marécages, l'atmosphère aurait été... Est-ce que vous créez un cadre pour leur permettre de bien s'installer ou que faire alors? Les moustiques? Oui, bien sûr. Oui, les moustiques vivent naturellement dans les eaux. Oui. Ce n'est pas tous les moustiques qui sont nuisibles à l'homme, ça il faut le reconnaître. Mais il y en a qui sont véritablement utiles. Et ce n'est pas que tout. Les larves de moustiques servent de nourriture pour certaines espèces de poissons. Quand je prends Gambousia affinis, cette espèce de poisson, et d'ailleurs on l'utilise pour la lutte biologique contre les moustiques, se nourrit exclusivement de larves de moustiques. Donc sans les moustiques, cette espèce va disparaître. Et autre chose, les moustiques adultes, ce sont les oiseaux qui s'en nourrissent. Donc il y a certains oiseaux qui se nourrissent de ces moustiques, et on a constaté, des études ont prouvé que l'extinction donc de certaines espèces de moustiques dans certaines localités en Europe, au sud de l'Europe, a entraîné la disparition de certaines espèces d'oiseaux. Et cela a été lié à la lutte contre ces vecteurs, parce que les oiseaux, les moustiques étant très
agressifs, les populations s'en sont débarrassées. Mais ça a joué sur la baisse de la population des oiseaux. Donc, il faut contrôler. Oui. Ce contrôle doit être fait par des professionnels, de façon à ce que l'on puisse prendre en compte, tenir compte de l'impact environnemental que pourrait avoir la lutte qu'on veut mettre en place. Tout à fait. Alors, que trouve justement le moustique dans le sang humain? Dans le sang humain, c'est la femelle du moustique qui a besoin du sang humain. Oui. En fait, la femelle du moustique, elle est dépendante. Elle est dépendante du sang parce qu'elle utilise le sang humain pour pouvoir assurer la maturation de ses œufs. Alors que le mâle, lui, se nourrit de sève. La femelle peut se nourrir de sève jusqu'après. Ce sont les femelles néonates, les femelles qui viennent d'émerger, juste pour pouvoir acquérir un peu d'énergie pour aller chercher son repas de sang, c'est-à-dire assurer son vol. Le vol va lui permettre de retrouver l'homme, les vertébrés, le sang de vertébrés, pour pouvoir assurer la maturation de ses ovaires. Donc les œufs que la femelle doit pondre pour assurer leur maturation, elle a besoin d'un repas de sang. Et il n'y a pas que les moustiques seuls qui ont besoin de repas de sang, il y a aussi d'autres insectes qui ont besoin donc de ces repas de sang. Donc c'est cela qui justifie le fait que les femelles de moustiques vont à la recherche, à notre recherche, à la recherche du sang de vertébrés pour pouvoir assurer la maturation de leurs œufs. Et c'est pour ça que nous devons tout faire pour que les lieux de ponte restent aussi éloignés de nous. Ces lieux de ponte, c'est quoi? Ce sont les eaux accumulées autour de nous, dans notre maison, autour de notre maison et dans les rues. Donc, si nous faisons un peu d'effort à éliminer ces endroits où les femelles vont pondre, nous allons nous préserver du paludisme. Parce que, en laissant les gîtes très proches de nous, nous raccourcissons ce que nous appelons le cycle gonotrophique. C'est-à-dire que nous donnons la chance à la femelle d'avoir peu de temps pour nous retrouver. Donc, peu de temps, le cycle devient court. Si le lieu de ponte était très éloigné, donc les gîtes sont très éloignés, la femelle va mettre du temps pour nous retrouver. Donc, non seulement son cycle gonotrophique s'accumule, devient long, mais ça peut jouer sur sa santé également. Et elle peut mourir et disparaître. Et le nombre de cas de piqûres, le nombre de cas donc, de maladies liées au paludisme et autres va baisser. Donc, si nous raccourcissons le cycle gonotrophique, nous augmentons le nombre de cas de maladies. Mais quand nous allons l'allonger en éloignant les gîtes autour de nous, et nous allons nous préserver du paludisme et le nombre de cas va baisser. D'accord. Une dernière question, on va finir par les défis à relever au Bénin comme en Afrique pour lutter efficacement contre le paludisme. Ah oui, bon, les défis, ce sont les principaux défis que l'on reconnaît dans le secteur de la santé publique. Ce sont ces défis dont je viens de parler, liés à la résistance donc, du vecteur. Il y a aussi les défis liés au comportement de l'homme. Vous savez, nous distribuons les moustiquaires, mais malheureusement, il y a certaines personnes, pour des raisons qui leur sont parfois propres, n'utilisent pas ces moustiquaires. C'est un sérieux problème et nous sommes en train de nous battre pour trouver des solutions contre. Les autres défis sont les défis liés au changement climatique et la communauté scientifique, la communauté internationale est en train d'adopter des mesures pour pouvoir lutter contre ce phénomène qui est véritablement d'actualité. Les autres défis à relever également, c'est celui de la contribution financière de la plupart des pays africains dans le secteur donc, de la recherche, dans le secteur de la fourniture des premiers matériaux dont ont besoin les centres de santé et autres pour pouvoir contrer, pour pouvoir lutter efficacement contre les maladies. Donc c'est à ces défis-là que nous sommes confrontés, mais nous espérons avec cette mobilisation actuelle que nous avions constatée ces derniers moments autour des différentes maladies par la communauté scientifique internationale, que malgré tout,
les objectifs visés, tels que l'élimination du paludisme, ces objectifs seront atteints. D'accord. Merci à vous, professeur Germain Gilles Padonou, directeur du CREC, Centre de recherche entomologique de Cotonou. Vous êtes vous-même entomologiste médical. Merci de votre passage sur le plateau du grand format. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, on va parler à présent de cette répression annoncée dans la commune d'Abomey-Calavi. Le non-port d'uniforme par les conducteurs de taxi-moto, communément appelés Zemidia, ne sera plus toléré. À compter du 15 septembre prochain, Epiphane Léandre Toveno nous donnera des précisions sur cette opération. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques secondes. Il l'a trouvé. Elle l'a adopté. Notre précieux trésor. Notre source d'inspiration. Ce qui nous régénère. Au minéral FIFA de Sainte-Luce, vous désaltère sans altérer votre santé depuis 20 ans. Retour sur le plateau du grand format dans une quinzaine de minutes. Epiphane, donc Stéphane Achin-Rossou nous rejoint sur ce plateau. Il est analyste politique. C'est avec lui que nous ferons le décryptage de l'actualité nationale. Mais avant, on va parler de cette répression qui démarre le 15 septembre prochain dans la commune d'Abomey-Calavi. Dans le viseur, les conducteurs de taxi, moto qui roulent sans leurs uniformes. Pour comprendre donc la pertinence de cette mesure, nous avons sur ce plateau le secrétaire général de l'Union nationale des émigrants du Bénin, monsieur Epiphane, donc Léandre Toveno, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Alors bienvenue sur le plateau du grand format. Alors pourquoi cette mesure? Merci monsieur le journaliste. Et d'entrée de jeu, il faudrait faire comprendre à nos amis téléspectateurs que nous sommes 6 syndicats opérant dans la commune de Abomey-Calavi, que sont UNAZEB, SINAZED, Senzekak, UNACOTAMO, SINACOTAMOB et UDECOZEB. Donc c'est tous ces 6 syndicats-là qui se sont réunis en un collectif dénommé COSINSA, collectif des syndicats de Zemidian d'Abomey-Calavi. Alors 6 syndicats pour juste la commune d'Abomey-Calavi pour défendre la cause des conducteurs de taxi-moto. Oui. Ce n'est pas trop... C'est même peu. C'est les 6 syndicats qui sont vraiment formels et qui ont rempli les conditions normales. Sinon, il y a d'autres qui ne sont pas encore au point. Sinon, on dépasse plus que ça même. D'accord. Oui. Donc, vous aviez demandé pourquoi la mesure de répression. Effectivement, tout datait depuis 2012, si nos souvenirs sont bons. Et c'est sous l'égide du colonel maire Oussou Guédé que tout a commencé en novembre 2012. Et par un courrier numéro 21/503 CAC/DR/CRM/SAC. Et ce n'est qu'après ça là qu'on a donné la marge d'un délai qui va couvrir au plus tard le 25 novembre 2012. Et c'est en ce moment-là que nous avions pris la couleur de blouse bleu homo. Effectivement, une répression a été à l'encontre des conducteurs de Zemidian. Et on a eu la suite, c'est la politique qui s'était en saisie. Et ça n'a plus marché comme cela se doit. Suite à ça, là, à l'avènement du maire Bada, Georges, nous avions été interpellés encore par le maire Bada avec... la municipalité de Calavi. Nous avions commencé aussi les pourparlers et c'est comme ça, il y a aussi l'arrêté communal numéro 21-078-DC-DC-SG-DRF-CSREM-SAC du 1er juillet 2015.
et suivi des notes circulaires. Donc c'est comme ça, ça a commencé. Nous avions octroyé à nos conducteurs de Zémidjan une autre couleur qu'est encore la couleur vert citron. Maintenant, comme ça n'avait pas pris, on a constaté que la commune sœur qui est Zé nous a encore pris cette blouse. D'où maintenant, nous avions continué toujours les pourparlers avec l'actuel maire, Arwandinou Angelo. Et quand on a tout fini, il y a aussi un communiqué radio qui sanctionne depuis le 6 juillet 2024. Et on leur a donné une marge jusqu'à 15 juillet 2024. Mais nous avions constaté que, compte tenu des poches et du vivre au quotidien des émigrants, et on ne voit pas toujours la couleur choisie enfin prendre l'ampleur. Est-ce que vous êtes descendu sur le terrain pour... Oui, nous descendons régulièrement sur le terrain, on a recensé les difficultés et ce qui fait que ça n'a pas marché. D'où on s'était rapproché encore du maire Oussou Guédé, et pas Oussou Guédé, maire Angelo Arwandinou. Et puis, il a eu à faire les démarches avec nous et nous avions eu un partenaire qu'on fait tel le nom ici, pour ne pas faire preuve de publicité. Et c'est avec ce partenaire et le management de notre maire Arwandinou Angelo que nous avions pu commencer par avoir maintenant de blouses gratuitement et que nous avions commencé à partager. Dans un premier temps, nous avions distribué 1000 et on a constaté que ça ne fait pas l'affaire parce que nous dépassons près de 8000 émigrants dans la commune d'Abomey-Calavi. Donc, on ne peut pas lancer 1000 blouses sur un terrain et commencer par dire qu'on va répressionner les gens. Non. D'où on a sollicité encore la faveur du maire qui s'était déplacé encore aller voir le partenaire qui nous a fourni encore 3000 blouses. Et nous avions partagé ça encore à la veille de l'indépendance du 1er août 2024. Maintenant, nous sommes dit que vu qu'on a partagé 4000 blouses aujourd'hui, et il est nécessaire que ça doit prendre. Pourquoi? Parce que chaque jour que Dieu fait, nous allons pour des rencontres avec les acteurs chargés de la sécurité publique. Nous constatons qu'il y a trop de plaintes. C'est-à-dire quoi? On voit qu'il suffit à quelqu'un X aujourd'hui de se lever, il va porter une blouse jaune qui est pour Cotonou, la commune sœur, et puis il va mettre son numéro de téléphone là-dessus et il va commettre des forfaits. Soit ils vont avec les colis, les objets des clients, soit ils vont dépouiller les clients et ils sont introuvables. Donc d'où on a dit il faut pouvoir différencier la blouse de Calavi par rapport à la blouse de Cotonou. Et ça, je ne suis pas sûr que ça pourrait poser polémique parce que Calavi n'est pas seul à ne pas avoir, Calavi est la seule commune plutôt à ne pas avoir sa blouse aujourd'hui à travers toutes les communes. Alors, les conducteurs de taxi-moto d'Abomey-Calavi qui ont d'uniformes, mais les uniformes de Cotonou bien identifiés, que vont-ils faire? Certes, ceux qui ont la blouse, l'uniforme de Cotonou, ils sont libres de venir dans Calavi. Parce que le législateur a tout prévu. C'est-à-dire, la libre traversée est permise. C'est-à-dire, si vous êtes dans votre blouse jaune, vous êtes de Cotonou, vous avez pris un client pour descendre dans tout Calavi, vous êtes libre de circuler comme vous êtes libre de retourner. Ils n'auront pas de problème. Et ça ne va pas poser de problème à ce niveau-là. Le réel problème, c'est du fait qu'il ne sera pas dans une blouse jaune de Cotonou et puis il ne s'est pas fait enregistrer à la mairie de Cotonou pour avoir sa taxe et un numéro correct de la mairie de Cotonou. Est-ce que vous allez également faire ce contrôle-là à la place de la mairie de Cotonou? Oui, ça là, ce n'est pas le travail même de la mairie de Cotonou, c'est le travail du syndicat, ça. Les syndicalistes doivent faire ce travail-là pour que parce que ça relève de leurs compétences. C'est nous qui aidons les mairies à identifier les vrais numéros des faux. Donc cela ne poserait pas problème. Nous allons faire ce travail-là. Parce qu'il faut d'abord commencer par mettre les gens devant les faits accomplis pour qu'ils soient responsables de leurs actes posés. Alors vous avez déjà distribué 4000 blouses, donc selon vos propos. Et le reste, et ceux qui n'en ont pas eu?
Oui, actuellement, pourquoi nous avions accepté la répression d'abord? Parce qu'après avoir distribué les 4000 blouses, nous avions constaté que d'autres ont pris et ils ont mis ça dans leur sac, ils n'ont pas voulu porter. Même tout à l'heure, avant de venir ici, j'ai pris par un carrefour, le CG de Godomain, et j'ai vu que des gens à qui j'ai octroyé gratuitement ces blouses n'ont pas voulu porter. C'est quelques-uns qui portent ça. Maintenant, l'autre chose, ce n'est pas d'avoir la blouse sur soi, mais c'est d'aller se faire enregistrer à la mairie de Calavi et mettre un numéro que la mairie va te donner sur la blouse. Donc, nous avions constaté que ça ne porte pas. Donc, raison pour laquelle la répression, c'est une solution. C'est une solution. Oui, c'est la meilleure solution. La meilleure solution, c'est la répression. Parce qu'avant, ils nous ont posé le problème de ne pas avoir de blouse. Maintenant qu'on leur a trouvé de blouse gratuitement, ils s'abstiennent maintenant de ne pas aller après la blouse, il faut aller prendre un numéro. Est-ce que c'est gratuit à la mairie? Le numéro à prendre, il faut vous dire que c'est plus que gratuit. Pourquoi je dis ça? Et vous n'êtes pas sans savoir que les bonnes dames qui vendent de tchakpalo au bord de la voie ou bien des friperies payent au moins 100 francs dans les régies des mairies par jour. Mais nous avions négocié avec notre mairie et les étudiants vont payer 350 francs le mois. Ça veut dire qu'à peine, ils ne sont même pas à 15 francs le jour. C'est-à-dire, pour s'enregistrer à la mairie de Calavi aujourd'hui, il faut seulement avoir la somme franc CFA de 4300 francs et vous avez l'enregistrement d'une année. Vous savez que ces gestes-là aussi... Est-ce que c'est la finalité de l'opération que vous lancez maintenant? Non, ce n'est pas la finalité de l'opération. Il faut renflouer les caisses de la mairie. Non seulement il faut renflouer les caisses de la mairie de Cotonou, et de Calavi plutôt, mais aussi il faut aider les forces de l'ordre public pour le problème d'insécurité grandissante qu'il y a à travers tout Calavi. C'est ça le réel problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de forfaits qui sont commis à travers les blouses de étudiants dans Calavi. Donc, il faut nécessairement accompagner la mairie et les forces de l'ordre public pour bannir l'insécurité et aussi faire développer la commune de Calavi. Le 15 septembre prochain, que va-t-il se passer sur le terrain? Le 15 septembre prochain, tel que nous vous le disons tout à l'heure, tout de suite sur le plateau, nous sommes en train de toujours continuer à sensibiliser nos pères à aller se prendre ou bien s'inscrire dans les régies de la mairie de Cotonou et avoir un numéro correct, ce qui est d'ailleurs demandé par la loi. Maintenant, si quelqu'un s'abstient ou bien choisit ne pas aller se faire enregistrer ou bien enrôler à la mairie de Calavi, le 15, après le délai du dimanche 15 septembre, celui-là va se retrouver en face de l'infraction parce qu'il a porté enfreint à la loi et à l'arrêté communal. Donc, ce qui veut dire qu'est-ce qui va se passer? Vous allez lui arracher sa moto? Oui. Quelles sont les pénalités? Ce qui va se passer, le maire a déjà autorisé et le syndicat aussi a autorisé et les forces de l'ordre vont commencer par passer à travers les points de stationnement dans Calavi, et si quelqu'un n'est pas dans l'uniforme de Calavi, il va se faire prendre et il va faire les formalités pour se retrouver en procuration de sa moto et continuer à exercer son travail. La pénalité, c'est à combien Et tout de suite, nous ne pouvons pas vous dire une pénalité parce que les pénalités ne sont pas les mêmes. La faute aussi n'est pas la même. Parce que la personne peut être dans Cotonou et puis quand il est de Cotonou, on a compris qu'il est de Cotonou et puis il n'a pas un numéro régulier, il doit aller se faire enregistrer à Cotonou pour venir prendre sa moto. Ça là, c'est différent. Maintenant, par rapport à celui qui est à Calavi, qui a la blouse de Calavi et qui ne s'est pas fait enregistrer dans la commune de Calavi, ça là aussi c'est encore différent. Donc tout va se définir par rapport aux responsables de l'administration de Calavi et par rapport aux forces de l'ordre public de Calavi. D'accord, on va finir sans doute avec votre message à l'endroit donc de vos syndiqués, on va dire de la commune d'Abomey-Calavi. Oui. Notre message aujourd'hui à travers nos syndiqués, les conducteurs de taxi-moto dans Calavi, c'est d'aller se faire enregistrer conformément comme cela se doit, parce que avant d'exercer un métier, il faut se faire enregistrer pour faire les formalités requises. Donc nous leur prions d'aller volontairement vers la mairie de Calavi pour se faire
enrôlés. Pour ceux qui ont déjà des blouses. Pour ceux qui ont déjà les blouses. Et ceux qui n'en ont pas encore, notre partenaire avec le management de notre maire Angelo Awanginou, on en aura encore pour en distribuer. Ça là, c'est compté, ce n'est pas fini. Le maire nous a promis qu'il va leur offrir encore chacun un casque en plus. Donc, tous les conducteurs de taxi moto. Oui, tous les conducteurs de taxi moto de Calavi. Le maire a promis que celui qui va se faire enregistrer à la mairie de Calavi pour avoir un numéro correct avec sa blouse, il va lui octroyer encore en plus de ça. Enregistré, oui, aussitôt on prend le casque. C'est la promesse du maire. Oui, c'est la promesse du maire parce qu'il ne veut pas que les émigrants vont commencer par mourir à petits coups sur les voies. D'accord. Oui. D'accord. Merci à vous, Monsieur Epiphane Léandre Tovenon, secrétaire général de l'Union nationale des émigrants du Bénin et secrétaire général du collectif des syndicats des émigrants d'Abomey-Calavi. Le rendez-vous est pris pour le 15 septembre prochain pour constater la répression contre le non-port d'uniforme par les conducteurs de taxi-moto de la commune d'Abomey-Calavi. Très bonne journée à vous. Merci, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous allons passer au décryptage de l'actualité nationale avec l'invité média. Je vous le disais, c'est Stéphane Achin-Rossou qui est avec nous ce dimanche. Il est analyste politique, mais on va l'installer avec la revue de presse hebdomadaire de Assiongo Kani Assiongo. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de retrouver la revue de presse hebdomadaire. Pendant que Matin Libre pointait le silence du Bénin sur la variole du singe et que le journal proposait tout ce qu'il faut savoir sur la maladie, Bénin Intelligent de son côté, sous le titre « La crainte d'une Covid bis » renseignait que l'Agence de santé publique de l'Union africaine s'inquiète de la propagation du virus du Mpox. De nombreux cas continuent d'être détectés, surtout en République démocratique du Congo et dans les pays voisins. Les autorités congolaises prennent des mesures sanitaires pour endiguer le mal. Fraternité indiquait alors que des cas sont enregistrés au Niger, voisin du nord-est, et au Nigeria, à l'est des frontières béninoises. C'est dire que le danger est imminent et les populations des zones frontalières sont très exposées. En effet, il s'agit d'une maladie dont la contagion est très facile. Selon les explications de l'OMS, elle peut être contractée en cas de contact étroit avec un malade. La propagation de l'épidémie peut se faire en un temps record en raison de la mobilité entre les frontières. Les populations entre les différents pays sont en permanence en contact pour diverses activités. Les peuples ivoiriens et béninois, bien que n'étant pas géographiquement proches, sont également en perpétuel contact. Face à l'imminence de l'épidémie de la variole du singe au Bénin, il y a urgence d'agir, estimait le journal. Les autorités peuvent écourter leurs vacances et prendre des mesures sanitaires urgentes pour prévenir ou pour réduire les éventuels dégâts. Le mal est là et si rien n'est fait, prévenait Fraternité, le Bénin court le risque d'une épidémie incontrôlable. Il faut déjà être en alerte en activant les structures sanitaires, qu'elles soient publiques ou privées, ainsi que dans les points d'entrée du pays, pour garder la vigilance. Au Bénin, pays voisin du Togo et du Nigeria, constatait Nord-Sud quotidien, aucune alerte officielle n'a été donnée. Les mesures prises par le pays à la recrudescence de cette maladie ne sont pas encore connues. Dans la suite, Fraternité notait qu'en Afrique, la zone CFA est le second exportateur mondial de coton en 2023-2024. La production de coton graine s'est élevée à plus de 2,6 millions de tonnes au sein de la zone CFA. Selon les données fournies par le programme régional de production intégrée du coton en Afrique, ce stock affiche une hausse de plus de 24% par rapport à la campagne précédente dont la récolte tournait autour de 2,1 millions de tonnes. La campagne cotonnière 2024-2025 qui a déjà débuté s'annonce plus prometteuse. Dans la région, il est attendu une augmentation des surfaces consacrées à la culture de coton. Dans la plupart des pays, selon le programme régional, les prix d'achat du kilogramme de coton graine de premier choix sont attractifs et devraient susciter de l'engouement de la part des agriculteurs.
et l'usage des TIC en milieu paysan au Bénin a fait le gros titre mercredi du journal La Nation, pour lequel l'écosystème de l'agriculture numérique connaît une évolution dynamique avec l'émergence de start-up qui offrent des solutions pratiques visant à alléger la tâche aux acteurs. Malgré les progrès visibles réalisés au cours de ces dernières années, des efforts supplémentaires s'avèrent nécessaires pour lever les freins à la digitalisation du secteur et favoriser l'accès durable aux technologies connectées, devant booster les spéculations agricoles. Et puis, La Nation s'est intéressée à la fiscalité au Bénin pour relater que sur la base des difficultés que le secteur privé rencontre relativement aux dispositions fiscales en vigueur, le groupe de travail du secteur privé mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a formulé des propositions au titre de l'année 2024 qui pourraient faire l'objet de dispositions fiscales. Ainsi, 8 propositions ont été formulées au total au titre de cette année, auxquelles s'ajoutent les 5 de 2023. Il s'agit entre autres de la modification de l'article 123 du Code général des impôts en vue du remboursement du crédit aux entreprises s'il en existe, la fixation d'un taux de marge pour les entreprises de BTP. Sur le plan sportif, le pays émergent relevait que l'avènement du président Mathurin de Chacus à la tête de la Fédération béninoise de football ouvre des perspectives heureuses pour le sport roi au Bénin. Conformément à ses engagements définis, il tient promesse des réalisations tangibles, voire concrètes, qui témoignent d'une volonté affichée de laisser des empreintes indélébiles. Et de son côté, Fraternité informait que les clubs sont désormais fixés sur leur rentrée sportive. Il démarre la plus grande compétition nationale le 15 septembre prochain. Selon les projections de la FBF, le championnat aura lieu sous le format zonal pour la dernière fois après 4 années d'expérience. Selon le secrétaire général de la fédération, Claude Paki, cette saison est charnière. Elle va clarifier et décanter la situation pour donner effectivement les clubs de Ligue 1, 2 et 3. Il y aura donc changement de format et retour de l'ancien à compter de la saison 2025-2026. D'ici peu, le calendrier de la saison sera publié et les clubs seront invités à s'inscrire pour le démarrage de la Ligue Pro. C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Revue de presse hebdomadaire de Assiomo Kanye Assiomo que nous allons retrouver dimanche prochain avec d'autres informations. En plateau pour le décryptage de l'actualité nationale, il est déjà installé Stéphane Achin-Rosso, bonjour. Bonjour Idrissou. Analyste politique et puis rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Merci d'être avec nous. Le sujet qui domine l'actualité depuis 2 semaines, c'est l'arrestation bien sûr de Steve Amousou, ou si vous voulez, Frère Rumvi. Comment suivez-vous ce feuilleton qui a sans doute des secrets à nous révéler dans les jours à venir? Oui, bien évidemment. Depuis qu'il a été interpellé, arrêté et conduit au Bénin et puis présenté au procureur de la République, moi, ça ne nous a pas surpris parce qu'on s'était déjà dit que quand on se met à la solde d'une communication politique de la sorte avec autant d'audace, on devrait quand même s'attendre à ces tournures-là. Donc ce n'était pas surprenant. Ce qui pourrait paraître un peu bizarre, c'est peut-être, on va dire, la récupération politique qu'on en fait. Parce que quand on est dans un état de droit et que vous avez la liberté d'expression, d'opiner, de donner votre avis et de vous opposer à un régime en place avec un certain nombre de choses, on devrait quand même s'attendre à faire face aux responsabilités qui en découlent. Donc l'arrestation de Steve Amousou, alias Frère Rumvi, je trouve que c'est en droite ligne de ce qu'exige un État de droit. Vous savez qu'il y a eu, j'ai suivi une coupure
vidéos où on a vu le chef de l'État qui s'est plaint de certaines de ces allégations, de certaines de ces sorties. Si ces propos, ces chroniques ont pu atteindre le chef de l'État jusque dans son âme, au point où devant la conférence épiscopale, il s'en est désolé, c'est quand même que son opération médiatique a eu, on va dire, du succès, puisque le chef de l'État a dit que c'est tellement bien fait. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, s'il a pu toucher l'âme du chef de l'État, c'est quand même normal qu'aujourd'hui, les allégations, les dénonciations, ils puissent quand même apporter la preuve pour que l'opinion publique qui a été au courant d'un certain nombre de faits sache maintenant si ce qu'il avait dit était soutenu par des preuves réelles. Donc, je trouve que ce n'est pas un combat politique, c'est un combat de droit qui doit être dit. Donc, ce qui est à attendre maintenant, c'est que les autorités judiciaires, les juges, etc., puissent faire leur travail avec célérité, de manière à ce que, à la fin de ce procès, le droit soit dit. Maintenant, quand derrière tout ça, il y a une sorte comme de la récupération politique, c'est tout à fait normal, parce que c'est un soldat qui est tombé. Donc, il faut pouvoir aller le sortir de l'eau. Donc, on peut comprendre tout le scénario, tout le battage médiatique qu'il y a autour. On parle de kidnapping, on parle d'enlèvement. Mais je trouve que nous sommes dans un état de droit, et interpeller quelqu'un pour le ramener dans son pays pour qu'il réponde de ses actes, quand même répond à le code de procédure pénale est clair là-dessus. Il y a des principes, il y a tout ça qui certainement a été suivi, parce que ceux qui ont fait ça, c'est des sachants, et ils ne peuvent pas passer outre ce que les règles prévoient, et nul n'est au-dessus de la loi, aussi bien celui qui a été arrêté que ceux qui sont chargés de dire le droit. Donc je pense que tout s'est fait dans les principes. Il faut maintenant attendre que, n'est-ce pas, donc le droit soit véritablement dit, et que les dessous de cette affaire-là soient connus. Parce que quelqu'un qui a certaines informations, et quand vous suivez ces chroniques, la précision, vous tombez des nues. Donc il va falloir que tout soit tiré au clair. Parce que dans l'entourage du chef de l'État, forcément, il doit y avoir quand même des déballages qui vont peut-être mettre en nu certaines personnes. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment important, ce procès qui est en cours, et des vérités vont sortir. Et puis, dans la foulée, l'Ordre des avocats du Bénin est monté au créneau pour dénoncer les règles donc régissant la poursuite donc pénale. Réaction inattendue, non? Oui, réaction inattendue. Je ne voudrais pas leur faire le procès, parce que quand je lis en diagonale ce qu'ils ont... L'ordre estime que les règles donc, qui régissent normalement l'interpellation d'un citoyen n'ont pas été respectées pour le cas de Frère Onvi. Oui, quand on le dit sous cette forme-là, je pense que c'est des sachants qui ont pondu ce communiqué. Et donc, quand ils le disent, il faut que le communiqué soit suffisamment clair pour qu'on sache des éléments de droit et des éléments de fait, pour qu'on puisse faire une étude comparée. Mais quand on le dit comme ça, on se dit, est-ce que nous ne sommes pas dans un état de droit où on veut considérer la police républicaine comme un badaud, un petit bandit qui porte des cagoules, qui s'en va chercher quelqu'un à Lomé pour le ramener? Moi, je ne sais pas trop, mais je dis que quand c'est des sachants qui parlent, il faudrait qu'ils nous donnent des éléments d'appréciation de façon claire pour que nous puissions faire notre analyse. Qu'est-ce que le droit dit? Qu'est-ce qui a été fait? Parce qu'en l'état, il n'y a pas eu des éléments concrets pour que nous puissions faire des analyses pouvant nous amener à dire que réellement cela n'a pas respecté les règles et que ça a été, n'est-ce pas, donc un kidnapping. Maintenant, si c'est un kidnapping, le dictionnaire est clair. De façon basique, pour un enfant du primaire, kidnapper, c'est prendre quelqu'un et de demander une rançon. Donc mais écoutez, un État ne peut pas prendre quelqu'un comme ça, comme un sauvage, on ne peut pas traiter tout un appareil judiciaire de cette façon-là. C'est entre eux, il faut pouvoir trouver devant le juge, en tout cas, l'ordre des avocats, c'est quand même, il y a des avocats, ceux qui défendent
et Steve Amoussou font partie de leur... Les avocats, c'est quand même une organisation très sérieuse justement, dans le système judiciaire béninois. Oui, c'est pourquoi je dis que je ne peux pas leur faire le procès. Ils sont montés au créneau pour exprimer quelque chose. Mais je dis que en l'état, le communiqué, pour moi, est un peu plus laconique. Et donc, quand on jette ça comme ça ne permet pas de faire une lecture croisée entre les éléments de droit et les éléments de fait pour tirer une conclusion tout aussi objective. Mais je dis qu'ils sont dans leur droit de dénoncer. Mais il faut pouvoir faire la démarcation entre les implications politiques de ce procès, les implications juridiques et les implications éthiques. Donc, il ne faut pas faire une confusion. Donc, ils sont dans leur droit, ils sont dans leur couloir. Et je pense que quand on n'est pas d'accord pour une procédure, c'est devant le juge, on ramène ça devant le juge. Le juge appréciera de la qualité de ce qui est dit. Alors Stéphane, quand on veut interpeller quelqu'un sans un mandat d'arrêt, ou bien quand les individus refusent de décliner ou de dévoiler leur identité à celui qu'on veut arrêter, est-ce que cela ne pose pas problème dans la procédure? Il faut connaître qui sont ceux qui sont venus m'interpeller quand même. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. On peut a dit que arrêter quelqu'un, on ne peut pas se livrer à des inconnus. Un petit matin, quelqu'un peut venir vous prendre au nom de la police. Je suis d'accord. Voilà. C'est pour cela que je dis que on ne peut pas venir, chez moi et me prendre comme ça, comme si j'étais un voleur, sans pouvoir me présenter un document qui atteste que vous êtes vraiment... Ils sont de la police républicaine normalement. Si vous êtes de la police... Qui sont-ils? Voilà. Pardon? Voilà, qui sont-ils? Qui sont-ils? Leur identité, qui sont-ils? Et est-ce qu'ils sont commis pour ce job-là? Il faut pouvoir le faire. Maintenant, je dis que si en la matière... Nous sommes d'accord, si en la matière, cela n'a pas été respecté, je trouve que ces éléments-là, puisque c'est devant le juge, nous sommes d'accord, c'est devant le juge que ça va se passer. Si le juge estime que Steve Amoussou n'a pas été arrêté, n'est-ce pas, donc dans les conditions requises, si le juge est convaincu, il y aura vice de procédure, on va peut-être le relâcher pour refaire les choses dans la norme. Donc je trouve que ce n'est pas fondamentalement méchant ce que dit l'ordre des avocats. Mais je trouve que quand on est sachant et qu'il y a un procès en cours, pour éviter qu'on passe cela de la récupération politique, il faut pouvoir s'incrustrer à fond dans la bataille juridique pour que le droit soit dit. Parce que l'opinion publique qui n'a pas les éléments d'appréciation clairs peut dire, bon, écoutez, si on ramène ça sur le terrain politique, on peut dire, bon, écoutez, le gouvernement là, c'est comme ça, il faut. Le gouvernement, c'est un gouvernement pas grave, le gouvernement, etc. Donc, on peut verser dans de jugements trivial, banal. Donc, je trouve que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Lorsque un prévenu a été arrêté, il faut pouvoir devant le juge apporter les éléments de langage qu'il faut, des éléments de droit qu'il faut. Et si le juge estime qu'il y a vice de procédure, il en décide. Et puis, réaction également donc, des organisations de la société civile togolaise qui, donc, elles aussi dénoncent les conditions d'arrestation de Steve Amoussou. Les avez-vous suivis? Quelle est votre opinion sur la réaction? Ça dit, je ramène tout. Je dis tout simplement que pour moi, dénoncer la manière dont le compatriote Steve Amoussou a été arrêté, ce n'est pas un fait extraordinaire. S'il n'a pas été arrêté dans les conditions qui sont prévues par la loi, c'est pas un problème. On ne peut plus, ça dit qu'on ne peut plus ramener Frère Oumvi maintenant au Togo et souhaiter qu'il soit arrêté dans les conditions qu'il faut. Aujourd'hui, là, il est déjà devant un juge qui a statué et qui a renvoyé pour, je crois, le 7 octobre, je crois. Oui. Donc, il faut pouvoir, au lieu de vouloir faire encore de la communication politique et disséminer certaines informations qui peut-être ne vont pas arranger celui qui est déjà mis en cause. Il faut pouvoir reverser les éléments de droit devant le juge et le juge appréciera. Et puis, la chronique de Frère Oumvi était partagée comme de petits pains sur les réseaux sociaux. Est-ce que l'homme était en train de combler un vide donc, dans l'animation de la vie politique au Bénin? Oui, probablement. Oui. Probablement, parce que ces chroniques, dans une certaine mesure, on ne va pas dire que ça n'aiguisait pas les appétits.
parce que ça avait une connotation de révélation, etc. Chacun voulait savoir quels sont les dessous de ce régime. Et puis c'est rare de douter des informations. Voilà, donc la recherche du sensationnel fait que ces chroniques ont quand même eu un effet dans la masse. Donc moi j'estime que si il comblait un certain vide politique, on peut lui concéder ça. Il y a quand même un autre aspect qu'il ne faut pas occulter. Quand on sait qu'on a un impact, il y a des gens même qui le matin appellent pour dire est-ce que tu as vu la chronique de Frère Onvi aujourd'hui, qui appelle. Et quand tu as conscience que tu as cet impact là sur la masse, il faut pouvoir alors adopter, être dans une position un peu plus responsable. Je ne dis pas qu'il ne l'a pas été. C'est quoi la position responsable? Oui, je trouve que quand on est... c'est pourquoi je parlais tout à l'heure d'implication éthique. Voyez-vous, il ne faut pas faire de la dénonciation pour la dénonciation. Nous sommes dans une culture et on sait que quand on est en face d'un roi, quand on est en face d'un chef de collectivité, on ne lui jette pas tout à la figure. Le chef de collectivité n'est pas comme un badaud de la famille à qui on peut s'adresser, on peut tout dire. Donc à un certain moment, quand on sait qu'on a un impact sur la masse, il faut pouvoir apprécier tout ça et savoir quoi dire, quoi ne pas dire. Et je trouve que c'est ça, puisque c'est pas aujourd'hui il a commencé cette chronique. Peut-être que le gouvernement qui s'est senti acculé, le gouvernement s'est senti accueilli. C'est pourquoi quand j'ai vu les chefs d'accusation, j'ai quand même trouvé qu'il y a quand même eu un travail de circonspection à la rébellion. Voilà, un travail de circonspection. Je reviens sur mes propos de départ pour dire que si le chef de l'État est allé lui-même à dire que c'est tellement bien fait qu'on a tendance à croire que c'est vrai, c'est qu'il a été lui-même touché. Donc si le chef de famille est touché et se sent peut-être à terre, vous voyez jusqu'où. Donc je trouve qu'il a comblé peut-être un vide politique. Je ne veux pas dire qu'il a exagéré, mais j'estime qu'il pourrait avoir les éléments de preuve pour continuer à argumenter devant le juge tout ce qu'il a pu dire contre le chef de l'État, contre le régime. Et vous savez qu'un régime qui est là est toujours hostile à tous ceux qui sont là à chercher de petites choses, les dessous. Donc, quand tu sais tout ça, là, et que tu as dit tout ça, et que tu as un certain frère ou vieux, que tu as dit tout ça, je trouve qu'il n'y a pas de campagne outre mesure à faire sur son arrestation. Il faut juste espérer que, puisque nous sommes dans un état de droit, il faut juste espérer que son procès se passe dans les règles de l'art et que le droit soit véritablement dit, que cela ne soit pas teinté de subjectivité, mais que cela se fasse dans les règles d'objectivité nécessaires. Et puis quelques manifestations de soutien pour le frère Onvi, les démocrates, donc qui sont entrés en jeu. Vous y trouvez la récupération politique? C'est de la récupération politique. Comme je te l'ai dit là, c'est un soldat. Le combat est commun avec Steve Amoussou, pourquoi ne pas le soutenir? Oui, donc c'est pourquoi il dit que c'est un soldat qui est tombé au front. Donc il faut pouvoir le sauver. Donc c'est pas ce que l'opposition est en train de faire, ce que les démocrates sont en train de faire, c'est normal. C'est normal, ils sont dans leur rôle. Maintenant, il reste à savoir si ça, ce qu'ils vont, la démarche qu'ils sont en train de mener là, va aider frère Onvi, ou bien j'ai cru avoir lu quelque part qu'il ne serait pas frère Onvi, etc. Bon, je ne sais pas trop, mais en tout cas Steve Amoussou, ce qu'ils sont en train de faire là, est-ce que ça va l'arranger devant le juge? Quand il y a un procès devant le juge, il faut éviter toutes les agitations politiques et laisser le juge dire le droit. Quand le droit, si le juge tranche et qu'on estime que vraiment ce qui a été dit là, c'est trop flagrant, c'est trop gana, comme on le dit en français chez nous là, on pourra surfer sur ça après. Mais en attendant, le procès est en cours, il faut laisser le juge faire son travail et après on pourra évaluer les implications politiques. À l'Assemblée nationale, les démocrates interpellent le gouvernement justement sur les multiples cas de décès enregistrés dans les prisons au Bénin. Il y a ces chiffres donc de Amnesty International qui alerte 46 détenus qui sont morts dans les prisons entre janvier et juillet 2023. En 7 mois, 46 morts dans les prisons. C'est inquiétant, non? Oui, c'est vraiment inquiétant et c'est à déplorer. C'est vrai que quand on entend les chiffres comme ça
ça rebute. Ça rebute. Et il faut déjà souligner que cela ne date pas d'aujourd'hui. Hein, les conditions scrabbleuses, bizarres que les gens vivent en milieu carcéral, ça ne date pas d'aujourd'hui. Amnesty International est déjà par plusieurs montées au créneau pour dénoncer le fait. Donc je trouve que aujourd'hui la vraie problématique, c'est de savoir si nous continuons par percevoir le prisonnier comme un humain qui a quand même des droits. À qui on peut refuser les soins. Voilà, donc si un prisonnier est malade, est souffrant, est-ce qu'il ne mérite pas le titre d'homme pour qu'on le soigne? Ça, c'est une problématique purement humaine. Et il va falloir que les gouvernants soient regardants. Parce que quand les gens meurent, on laisse les gens décéder comme ça. Peut-être que celui qui est décédé maintenant, il est à peut-être 1 mois où il sera libéré. Peut-être qu'il est là. Puis il y a des gens qu'on met là en attendant que donc qui sont là depuis des années. Qui peut mourir avant même son procès. Qui peut mourir avant son procès. Donc vraiment, c'est-à-dire que il faut pouvoir trouver un mécanisme, parce que le tout n'est pas de dénoncer. On va dénoncer, on va parler et puis ça va passer. Mais la situation est réelle, la plaie est béante et apparemment de gouvernement en gouvernement, on ne trouve pas encore le mécanisme nécessaire pour que nos milieux, la vie en milieu carcéral soit quand même une vie décente. Le prisonnier est un humain qui mérite encore l'attention de la société. On ne peut pas laisser les gens mourir en prison. C'est extrêmement grave. La question qu'on se pose, est-ce que nous avons un personnel médical adéquat? Oui, dans la prison? Aujourd'hui, ça dit que il faut repenser le mode de gestion de ces milieux pénitentiaires. Parce que tant qu'on ne va pas revoir les choses, ça va perdurer. Qui on envoie là-bas? Quelles sont les infrastructures qui sont dans ces milieux-là? Quels sont les soins? Maintenant, quand ils doivent sortir encore de la prison pour aller suivre les soins ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Comment ils mangent? Quelle est la qualité de ce qu'ils mangent? Donc tout ça là, c'est à revoir. Tant que le gouvernement ne va pas s'asseoir pour avoir une politique aussi large, une politique humaine. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi au départ j'ai dit que c'est une question de perception du prisonnier. Si on n'arrive pas à considérer le prisonnier comme un humain, ça dit on va toujours continuer par décrier ce qu'on est en train de décrire là. Le prisonnier est un humain. Et tous ceux qui sont en prison ne sont pas forcément des coupables. Surtout avec les défaillances qui sont liées à notre système. Et cela nous rappelle le décès de ce jeune qui a été interpellé en 2021 pendant la crise électorale, la violence électorale, qui a été décédé, qui est décédé la dernière fois, menottes au pied. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il faut que les gens arrivent à considérer que ceux qui sont en prison là, c'est des hommes, ils méritent encore l'attention de la société. Peut-être parfois, quand vous avez les moyens que vous allez en prison, peut-être que vous êtes mieux loti. Vous êtes mieux loti. Mais qu'en est-il de ceux il y en a qui ont bénéficié des évacuations sanitaires. Des évacuations sanitaires. Même s'ils ne sont pas revenus en prison pour continuer. Il y a tellement de choses que c'est plus profond que ce qu'on dénonce là. Donc il faut pouvoir réorganiser tout ça de manière à ce que nous ayons des prisons humaines. Des prisons à visage humain. Depuis l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir en 2016, selon donc toujours les chiffres de Amnesty International, il y a eu 11 170 détenus de plus dans les prisons. On va dire, est-ce que c'est un signe de bonne gouvernance? Oui. En fait, quand on dit ça comme ça, on peut... 11 170 détenus de plus. C'est pas une prouesse.
C'est pas une prouesse, un gouvernement ne veut pas être heureux. Quand on lutte contre la corruption, oui, je suis d'accord. Ça peut être signe de bonne gouvernance. Maintenant, encore faudrait dire que dans ce chiffre-là, il faut voir les raisons pour lesquelles les gens ont été incarcérés. Nous sommes d'accord. Donc, ce n'est pas forcément signe de bonne gouvernance. Il y a un ensemble de choses. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est de savoir si ces maisons d'arrêt-là ont cette capacité d'accueil. Voyez-vous, parce que ceux qui sont là, quel est le rythme avec le rythme auquel on sort les gens de prison et quel est le rythme auquel le rythme d'entrée. Donc tout ça là, c'est-à-dire que ça peut générer une sorte de pression supplémentaire que les gens, ceux qui gèrent ces maisons d'arrêt là, ils ne seront pas en mesure. Voyez, peut-être que c'est pour une capacité de, je sais pas, je dis un truc bête comme ça, 500 et vous êtes déjà à 2000. Et on en voit encore. Donc ça crée pour eux des difficultés. Maintenant, si dans le même temps, il n'y a pas de mesures d'accompagnement, vous voyez que ce qu'on était en train de déplorer tout à l'heure là, ça viendra encore. Donc c'est le lieu d'appeler les gouvernants à quand même avoir un œil regardant par rapport à tout ce qui se fait dans ces maisons d'arrêt là. Stéphane, avant de finir, on va dire un mot sur Apollinaire Avoyon, le président donc, de ce parti d'opposition qui aurait été victime d'une tentative d'arrestation. Comment est-ce que vous avez suivi cette information? Oui, moi, puisque il a déjà saisi la criette, la criette, oui. De toutes les façons, c'est quand même inquiétant. Oui. C'est quand même inquiétant qu'un individu, enfin, un citoyen soit dans la rue et qu'on vienne le prendre comme ça. Ça veut dire que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver ce n'est pas parce qu'il est chef d'un parti politique. On ne va pas faire de la récupération politique. Et quelques minutes après, on le relâche pour dire qu'on s'est trompé de personnes. On s'est trompé de personnes. Qui sont ces individus-là? Pourquoi se sont-ils principalement dirigés vers lui? Si ce n'est pas lui, à qui eux, ils étaient en train de penser, quelle était leur cible initiale, pourquoi ils se sont trompés. Donc je trouve que nous n'avons pas forcément les éléments d'appréciation pour pouvoir dire tout ça, mais puisqu'il a déjà amené le dossier devant le juge, je pense que le juge saura apprécier. Tout au compte fait, ce n'est pas quand même bien pour la sécurité du citoyen qu'il est et que nous sommes. On ne peut pas être dans un état où des individus peuvent se lever et aller. Dans ce cas-là, on peut parler de kidnapping parce que c'est des individus. Est-ce que c'est pas le même cas que Steve Amoussou, parce que les individus sont venus sans décliner leur identité, ils sont venus en tenue civile, donc vous prendre sans, c'est pas le véhicule de la police. Est-ce que c'est pas la même chose? C'est pas le même cas, c'est pas le même cas parce que lui, ce sont des individus, des badauds inconnus jusque-là qui l'ont pris jusqu'à preuve de contraire. C'est des individus qu'on ne maîtrise pas. Des badauds qui l'ont pris, qui voulaient l'amener quelque part, qui lui ont dit, il a demandé mais pourquoi vous m'arrêtez? Il lui aurait dit attends tout à l'heure là, tu sauras pourquoi. Après ils l'ont relâché. Ça là, c'est un kidnapping. Mais dans le cas de frère Oumbi, c'est une arrestation. C'est une arrestation. On l'a amené au pays, il est devant des autorités compétentes, il veut répondre de son acte. Ce n'est pas un kidnapping. D'accord. Merci beaucoup Stéphane Achille Rosso, analyste politique. Vous êtes l'un de nos consultants donc sur le plateau du grand format, rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. On va dire merci pour ce regard sur l'actualité. On se retrouve dans quelques semaines. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons finir cette aventure avec notre artiste de la semaine qui va s'installer dans quelques secondes. De réussite. Chaque année, une innovation. Et oui, le complexe scolaire Clé de la réussite a obtenu au bac 2024 cette mention très bien avec premier du littoral au bac toutes séries confondues et troisième du littoral au bac G2, cinquième du Bénin au bac G2 et sixième du Bénin au bac D. En plus des 11 mentions bien, Clé de la réussite a obtenu 40 mentions assez bien sur les 212 admis au bac 2024. Clé de la réussite, c'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et
pratique. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale, A, B, C, D, G1, G2, G3. Formation en transit et consignation. Site de Ménantin, vont en face du marché Ménantin. Site de Zoboroué, vont derrière le stade de l'Amitié. Site de Bégamin, en face des rails. Site de Calavi au quartier Agori, route de Tampé. Clé de la Réussite, nous cultivons l'excellence. Téléphone 97 88 42 16. Dernier rendez-vous du grand format pour le compte de ce dimanche avec notre artiste de la semaine qui vient de s'installer. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour, monsieur le journaliste. En pleine forme? Oui, je suis en grâce. Alors, Bidos Sessi Ambroise Nissou, à l'état civil. Bidos Ras, c'est votre nom d'artiste. Qu'est-ce que ça signifie? Bidos Ras, en fait, c'est un nom de travail. Quand vous venez de dire, mon nom fond, c'est Bidos Sessi. Donc, c'est pas Bidos Sessi, j'ai pris Bidos. Ok. Donc, race, moi, je suis venu rassurer la musique 5 System. Ah, d'accord. Donc, c'est en 2020 que vous avez été révélé au public grâce donc, à la sortie donc, de votre premier album, Sois prudent. Donc, c'est bien le titre de l'album, c'est en audio. Quelles étaient les conditions de préparation de cet album parce que c'était le premier chef-d'œuvre? Oui. C'était pas du tout facile. Oui, c'était comment? Parce que, surtout quand c'était pour la première fois, vous savez. Personne ne vous connaissait. Voilà, il y a des problèmes, des difficultés, mais grâce à Dieu, on a pu faire. D'accord. C'est un album de 5 titres. Hein? Oui. Alors pourquoi l'album est baptisé Sois prudent? Pourquoi la prudence? Pour moi, être prudent, c'est ma manière d'éviter les erreurs, des malheurs possibles. Donc, être prudent ne veut pas dire d'avoir peur, mais de faire attention à soi-même et aux autres. Nous sommes dans les amis, dans la famille, nous faisons des va-et-vient, mais nous ne connaissons pas vraiment qui est qui. Donc, c'est pour cette raison que j'invite tout le monde à être prudent. D'accord, on va réajuster le micro. Alors, les 5 titres, on va les rappeler, c'est Sois prudent, Jogbe, Hommage à Hariscool, Ake. C'est bien ça? Oui. Alors, oui. pourquoi l'hommage justement à Hariscool? Oui, hommage à Hariscool parce que Hariscool, c'est mon idole. Ah oui. Je l'adore depuis mon enfance. J'adore sa musique, sa manière de faire, sa manière de chanter. Je l'adore tout simplement. C'est la raison pour laquelle j'ai pris même son rythme. D'accord. D'accord. Et l'hommage, comment ça a été fait? Est-ce qu'on peut avoir une démonstration de l'hommage que vous lui avez rendu? On peut aller? Atira la khorie mu ntokwe ba khabira le mai fitena le mo me vivere fondo lini tome kokola jagbe khe eje do khwe o khadie malo o fun e bo mena ya gbe vie kha khe mfon mi no da viton ya we me mando me bari e mindre mi koi gbena bedo mi don isegbo apon mi hansilo lero vive o kwero po me bo hansilo na bi de ku a o cho khote di bo mi do di do timbe do mi don ji iwe jedo risku lo mo le di ido a o cho adobu do khebo khefulu fitena le isiri D'accord. Et puis cet album vous a permis de participer la même année à une compétition musicale qui vous a conduit jusqu'à la phase finale. C'est bien ça? Oui, Parlez-nous de cette compétition. Bon, cette compétition, un jour un ami m'a écrit sur Facebook. Bidos, tu as vu ce que je vois? Et il m'a effectivement envoyé. Et c'était une compétition. Donc, je suis allé à Akbakbar, et direction départementale des arts et tourisme. Et c'est comme ça, ils nous ont partagé des fiches, des exercices selon notre catégorie de musique. Et comme moi, j'ai fait 5 systèmes, ils m'ont donné une chanson de notre légende Roi Stam Toron. Et c'est pas cette chanson que je suis allé à cette compétition.
jusqu'à aller à la phase finale. Malheureusement... Qu'est-ce qui n'a pas marché à la finale? Bon, je ne me suis pas retrouvé parmi les 3 meilleurs, mais j'ai quand même pris l'attestation. Ok, d'accord. Et puis, le succès du premier album vous a motivé à lancer véritablement votre carrière. Et le 2 octobre 2021, à Boycon, vous avez lancé un single. Oui, oui. C'est Donomi, hein? Donomi qui signifie Bénis-moi. Bénis-moi. Parlez-nous de ce single. Et il a bandit dans mes tourments d'hier. Nous et nous barrés. Et voilà, et donnant du dans tout na et tchèque à mon côté. Bon, nous sommes antennes un beau Jimmy. Daddy Vibi, c'est oui. Nous devons te mettre bon pour Agbemele et Gege go au bas. Pour m'aider les roses auront beaucoup de mains. Voilà, de quoi ça parle? Voilà, vous voyez. Dans ce que nous faisons, nous avons toujours. On regarde toujours loin, on vise loin, mais nous ne savons pas ce qui nous est destiné. Donc moi, tous les matins, je prie Dieu, je prie toujours Seigneur de tenir ma main jusqu'à l'autre bord. Parce que je veux vraiment y arriver. Voilà que je n'ai vraiment pas les moyens, donc j'implore toujours. Quelle est votre vision de la musique? Voulez-vous devenir comme qui au Bénin? Au Bénin. J'apprécie tous mes stars. Et malheureusement, moi je suis dans la musique fond, mais quand même, je les écoute et je les apprécie. Les gens comme Fanico, Nicanor. Et je veux vraiment être comme eux. D'accord. Alors, dans vos chansons, vous parlez généralement de quoi? La chose de la vie Dans mes chansons, bon, moi je chante mes vécus. D'accord. Je chante mes vécus. Il est facile à un artiste de pouvoir tirer de ces expériences. Oui. Et c'est ce que moi je fais. Donc ce qui m'arrive, bien ou mal, je le conserve sur disque. D'accord. Et puis Tout gâche, c'est le titre donc du feat que vous avez réalisé. Tout gâché. Tout gâché avec, comment il s'appelle, Joyceau des Valeurs. Oui, tu as ce matin pour dire. D'accord. Alors la collaboration, comment est-ce que vous l'avez planifiée? Ah bon, c'était une situation qui m'est arrivé et comme je viens de dire, moi je chante mes vécus. Donc je l'ai invité et je le remercie pour ça, il n'a pas refusé, on a fait ça. Et par la grâce de Dieu, ça a donné. Ça a donné et le public a aimé. D'accord. Et c'est justement ce titre qui vous a permis de vous lancer progressivement dans l'afro. Est-ce que vous avez fini par l'adopter complètement? Je peux dire oui. Parce que, bon, moi, je me dis que, souvent je dis que je suis un artiste polyvalent parce que je suis capable de chanter dans n'importe quel rythme. C'est ce qui fait que prendre l'afro et le ting system, je peux continuer avec même d'autres buts. D'accord. Et on dit que vous vous distinguez par votre talent et l'originalité de vos paroles. Comment vous les concevez? Oui, bon, disons, c'est dans le sang. Dans ma maison et ma famille maternelle, disons, la famille de mon maman, il y avait un groupe de musique prénommé Zélie. La même chose dans ma famille, ma propre famille, la famille de mon père. Ce qui a fait que vous êtes né, composer des chansons, faire ça, c'était déjà dans le sang. Et puis, on demande l'assistance de Dieu pour que ça s'améliore. D'accord. Nous avons connu également d'autres titres que vous avez signés, Guigo, pour le nouvel an, c'était en 2022. Natacha Yerouenou, ces titres. Yerouenou, oui. Oui, parlez-nous de ces morceaux. Oui, ben, c'était juste après le lancement de Guigo, j'ai fait sortir Yerouenou et Natacha. Guigo, c'est pour le nouvel an, hein? Oui, c'est pour le nouvel an. J'ai remercié Dieu pour tout ce qu'il m'a fait durant toute l'année, tous nos va-et-vient. Malgré que nous ne sommes pas saints, mais il nous suivait, il nous réveillait chaque matin. Donc c'est pour cela que je les remercie. Et ces morceaux ont connu de succès comme vous l'aurez souhaité? Oui, je ne peux pas dire parce que c'était chic. Et toutes vos chansons sont en audio. À quand les vidéos? Bon, vous savez, ça demande beaucoup d'argent.
La musique chez nous au Bénin aussi demande beaucoup. Et si on n'est pas en mesure de la donner, on n'y arrive pas. La raison pour laquelle je suis toujours comme ça, mais je travaille dessus et très bientôt, on aura les bonnes nouvelles. Est-ce que vous n'avez pas de parrain? En tout cas, sur ce plateau, on vous donne l'occasion de lancer un appel donc, à toutes ces personnes qui sont intéressées par ce que vous faites, tous ceux qui désirent vous soutenir, on vous donne l'opportunité de leur dire un mot. D'abord, je remercie tous ceux qui nous suivent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Oui. Je remercie tous et comme je viens de dire, la musique aujourd'hui, surtout chez nous au Bénin, ça demande beaucoup. Aller au studio, c'est de l'argent. Tourner des clips, de l'argent. Et faire la promotion aussi, c'est de l'argent. Donc, je demande à toute personne ayant de bonne volonté de bien vouloir nous venir en aide. D'accord. Vous êtes à Boycon, hein c'est bien ça? Je suis de Boycon, mais je suis à Cotonou. D'accord. On va parler maintenant de vos projets. Il y a encore 3 singles qui sont en préparation. Soldat, Je n'attends que toi et Ma vie. Le lancement est prévu pour, si tout va bien, le 30 novembre prochain. Ça va être à Agla, dans le 13e arrondissement de Cotonou. Est-ce que tout est presque prêt? Oui, on peut dire ça. Mais tout est presque prêt. On peut dire ça. Vous êtes maintenant à quel niveau? Qui sont ceux qui vous soutiennent donc, dans ce projet? À propos de ce projet, je vais d'abord remercier Monsieur Folie Bébé Aladé Messan, le CA du 13e arrondissement. Je remercie beaucoup parce qu'il a beaucoup fait. Et je remercie tous mes parrains, toutes mes marraines, parce que ça va de mieux en mieux. Et j'invite tout le public, tout le monde, à venir nous soutenir ce jour, le 30 novembre 2024. D'accord. En dehors de ces 3 singles, quels sont les autres projets que vous avez? Est-ce qu'il y a des rencontres avec les fans? Est-ce qu'il y a des collaborations que vous envisagez? Quels sont les projets que vous avez? Oui, bien sûr, il y a le rencontre avec les fans. Et ma préoccupation, c'est de comment tourner l'une de ces vidéos, parce que aujourd'hui, maintenant, sans la vidéo, on n'est pas du tout. Bien sûr. Donc, c'est ma première préoccupation. D'accord. Comment tourner une clip. D'accord. Ok, donc on va finir l'entretien. En attendant, le rendez-vous du 30 novembre, donc pour le lancement de ces 3 singles. Bien sûr, on va en parler dès que les clips seront disponibles sur ce plateau. On va finir avec la reprise donc, du titre de votre choix. On peut y aller si vous êtes Soldat. Oui, Soldat, oui. Mimando, mais de raison, minondo, quand tu es. Mais le pour me bakbo, et non les voyons, babo, tizoti. Ayomida inde bidasi ena sonwi do tundo piru po maunaze inkoche numi nungwa beno limbo pe atono gbobodo ale na we do to ipon mende pole o problem le bino do tijo wije kan do awide soldat chiti mon bungi wa ko eu awon gbenu ade chiti wa gbe fi ko we anu fi ko po we ya didi pour ouvert pour rendez-vous 30 novembre. D'accord. Bidos Ras en direct sur le plateau du grand format. C'était notre artiste de la semaine. Merci d'être passé par ici. On va dire beaucoup de courage et bonne chance. Merci. À vous pour la suite de votre carrière. Très bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 25 août 2024. Merci à vous qui nous suivez depuis Joytin, c'est à Zakota. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.